Bienvenue dans Toutes les France. Dans quelle mesure la question du halal est-elle une préoccupation centrale de nos concitoyens? Débat avec nos invités. Christine Tassin, tout d'abord, vous êtes professeure agrégée de lettres classiques et présidente de l'association Résistance républicaine. Vous avez écrit un ouvrage intitulé La faute du bobo Jocelyn, publié aux éditions Riposte Laïque. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Yvan Rioufol, vous êtes éditorialiste au quotidien Le Figaro, vous êtes animateur du blog Liberté d'expression et auteur d'un ouvrage intitulé De l'urgence d'être réactionnaire, publié aux éditions des PUF. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, Azouz Begag, écrivain, sociologue, chercheur au CNRS, auteur d'un ouvrage intitulé C'est quand il y en a beaucoup, aux éditions Belin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et à vos côtés, Nassira Guénif, vous êtes sociologue et maître de conférences à l'université Paris-Nord. Yvan Rioufol, fallait-il aborder dans le débat politique la question du halal et fallait-il que cette question prenne cette place centrale? La question du halal est un prétexte. C'est un prétexte même assez dérisoire dans le fond. C'est une sorte d'euphémisation d'un problème beaucoup plus complexe qui n'a pas été abordé précisément et qui est celui du communautarisme, qui est d'ailleurs celui et de l'immigration et du communautarisme. Ces deux grands interdits qui n'arrivent pas à accéder au débat public. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on se focalise aujourd'hui sur cette affaire du halal, qui en soi n'est pas un problème. On a bien compris naturellement que du halal et du kasher, que les musulmans étaient bien aptes à manger d'une viande halal et les juifs d'une viande kasher. Le problème est aujourd'hui qu'on s'est rendu compte que d'abord qu'il y avait une distribution halal et kasher qui n'était pas traçable, c'est-à-dire que vous aviez des consommateurs qui pouvaient en manger sans être au courant. On peut se poser la question de savoir si c'est normal ou pas. Qu'est-ce que vous êtes dit, vous, quand vous avez su que vous aviez peut-être mangé du halal sans le savoir? Ça m'est égal. Attendez, moi je vais dans des couscous, je sais que je mange du halal. Le problème n'est pas là. Non, le problème il est que c'est intéressant de savoir pourquoi la France a refusé de se plier, de répondre à cette législation européenne qui demandait une traçabilité en 2010. Et pourquoi d'ailleurs elle a violé sa propre législation qui demande depuis 1967 un étourdissement des bêtes. Elle l'a faite pour deux raisons. Pour ne pas stigmatiser une religion, c'est dans ses attendus, et ensuite pour ne pas bouleverser une pratique commerciale. Et je trouve que cet argumentaire de dire qu'il ne fallait pas stigmatiser une religion est tout à fait révélateur de cette manière qu'a notre République laïque aujourd'hui de ne pas comprendre que si elle n'arrive pas à appliquer ses propres règles de laïcité, et si elle a toujours en mémoire, enfin, de vouloir ne pas stigmatiser des minorités, eh bien, effectivement, on arrive à un moment donné à ce que la loi des minorités supplée la loi de la majorité. Et donc, c'est ce principe-là. Ce que je veux dire, en un mot, ce n'est pas donc le halal qui est un problème, ce n'est pas l'islam qui est un problème, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire cette manière qu'a aujourd'hui la République de ne pas savoir s'appliquer à elle-même et aux autres ses propres valeurs. Christine Tassin, c'est une préoccupation centrale pour vous? C'est une préoccupation centrale et je suis... oui, tout à fait. Oui. Je trouve absolument anormal de manger halal sans le savoir. Je pense qu'au moment où on nous dit qu'on doit choisir de manger sucré, salé, bio, végétarien, qu'on nous impose de manger sans le savoir une bête qui a souffert pendant 10 minutes, un quart d'heure avant d'être tuée, n'est pas normal. Je pense que savoir que j'ai payé une dîme à une mosquée sans le savoir, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable en France. Et donc, pour moi, le halal est une question centrale, même si je suis d'accord avec Yvan Rioufol sur le côté minorité, majorité, et puis qu'on cache effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt du communautarisme. Je crois qu'effectivement, le halal est un outil utilisé pour une occupation politique de la France, puisqu'on voit bien les revendications dans les cantines, quand on a des demandes de halal, demandes sans porc, demandes sans viande. Il se passe quelque chose en France qui n'est pas normal. Azouz Begag, déjà dans votre ouvrage de l'an dernier, vous aviez un chapitre intitulé Haro sur le halal. C'est quand il y en a beaucoup, je voyais ça venir depuis très longtemps. En fait, quand vous tapez sur l'islam et quand vous actionnez le levier de la peur de l'islamisation de la société, après, vous pouvez tirer sur n'importe quel fil, et ça marche. Parce que la plupart des musulmans... C'est loin de la réalité, c'est une instrumentalisation uniquement. Mais elle est absolument politique, absolument rien d'autre. Le président de la République française nous annonce, il y a quelques jours, que le sujet de préoccupation majeur des Français, c'est la viande halal. Je n'en reviens pas.
Moi, je croyais que c'est... Enfin, il faut dire que je suis un peu naïf. Hein. Je pensais que c'était plutôt l'emploi, l'éducation, l'avenir, la France en Europe. Non, 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 c'est la viande halal. Wow. Heureusement qu'on a dérivé un petit peu sur la question du kasher, ce qui fait que la communauté juive a contribué à atténuer un petit peu la violence qui allait s'exercer là-dessus. Et donc, vous voyez, depuis quelques jours, là, on n'en parle presque plus. Mais je trouve ça scandaleux, scandaleux. Non, il faudrait dire au pouvoir en place, vous n'arriverez pas à piquer les électeurs du Front National. Ils sont déjà acquis à Marine Le Pen, qui va, elle, franco de bord. Mais ça, c'est la stratégie politique. C'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine. Oui. Il faudrait plutôt, en effet, comme le dit Yvan Rioufol, revenir sur le thème de la laïcité et comment promouvoir l'éducation. C'est lié. Comment promouvoir l'éducation à la laïcité sans stigmatiser les musulmans. Nassira Khelif. Moi, je suis un peu à la fois éloignée et interloquée par tout ce qui se passe. J'avoue qu'on est revenu à quelque chose qui finalement est une routine qui s'est installée il y a déjà quelques années et qui consiste à installer une espèce de réflexe pavlovien qui va être réactivé régulièrement à partir d'un certain répertoire, certain vocabulaire. Il y a donc comme ça une espèce de continuité sémantique entre halal, islam, islamisation, islamisme et communautarisme, laïcité, droit des femmes, oppression des femmes d'ailleurs dans la foulée. C'est un champ sémantique. On a l'impression que quand vous énumérez ces mots qu'ils ne sont pas liés. Or, il y a un lien ils le sont complètement. objectif. Et alors il y a un labourage, n'est-ce pas? Alors j'aurais préféré qu'on revienne à la figure de Millet, mais c'est pas le cas là. On est vraiment dans une espèce de labourage fatigant, qui en fait traduit une forme d'anxiété et qui n'est pas celle d'ailleurs de ceux et celles qui pourraient être amenés à manger du halal et qui visiblement effectivement n'en nourrissent pas une inquiétude particulière, mais celles et ceux qui pensent que le halal, mais on attend la suivante, d'ailleurs elle est déjà arrivée, hein, c'est l'immigration, ça a été annoncé avant-hier. Ouais, non, mais ça c'est des thématiques Non, récurrentes. c'est pas une ancienne, au moment des c'est-à-dire qu'effectivement il y a une présidentielles. scansion, n'est-ce pas? Parce que si effectivement on veut faire fonctionner les réflexes pavloviens, il faut bien une scénographie qui corresponde au climat politique actuel. Et donc la scénographie reprend là, c'est-à-dire que maintenant qu'on nous a servi du halal pendant 10 jours, on nous sert de l'immigration avec la menace de sortir de l'espace Schengen au cas où les règles ne seraient pas respectées. Alors, donc rien de nouveau de ce point de vue-là. Par contre, je voulais juste signaler une chose, c'est que toutes les fois qu'il y a une revendication de la part de certaines associations locales, c'était le cas à Lyon, ça a été mis en place, hein, je le signale, et visiblement tous les Lyonnais ne se sont pas précipités dans la rue pour protester contre le fait qu'à l'école, il soit proposé effectivement des menus non avec viande, sans viande, hein, pour les élèves qui le souhaiteraient. Oui. Ça s'est passé de manière tout à fait souple, hein. Il y a eu des présentations, des négociations, ça a été mis en place, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de non-traçabilité, en tout cas pas plus que dans d'autres domaines. Et le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais eu de revendication jusqu'à présent de viande halal dans les écoles publiques. On va revenir sur cette question, mais avant enfin, cela, il y a une chose, la laïcité, vous allez reprendre la parole. Non, mais je voulais juste signaler une chose. Je pense qu'il y a une erreur qui est faite. La laïcité est un principe, ça n'est pas une valeur, c'est un principe de gouvernement, c'est un outil de gouvernement. Et le fait de l'ériger en valeur et de la faire monter si haut d'ailleurs dans les valeurs que nous devons défendre, la dessert de manière systématique à mon avis. Et enfin, la laïcité prévoit effectivement que l'on puisse s'assurer que les cultes sont exercés, les pratiques religieuses sont exercées dignement dans l'espace républicain. D'accord. On va revenir sur cette question qui est centrale, le lien avec la laïcité, mais avant cela, revenons sur la manière dont s'est emparée la classe politique de cette thématique, le halal. Regardez. François Fillon se défend de tout dérapage. Pourtant, c'est bien sa déclaration hier qui déclenche la polémique. Moderne, il y a des traditions qui sont des traditions ancestrales qui correspondent plus à grand chose alors qu'elles correspondaient dans le passé à des problèmes d'hygiène. On pourrait y réfléchir. Scandale et colère dans la communauté juive. Le grand rabbin se dit très gêné. Avec le consistoire, il demande aux politiques de tous bords de cesser d'instrumentaliser les religions. Les problèmes de la France sont tellement importants. Nous sommes en période de crise. En quoi le problème de la viande cachère est un problème majeur, et halal, est un problème. Mais je parle pour le juif que je suis. Oui. Je ne réponds pas à la place des musulmans. En quoi est-il un problème majeur pour la France? À l'UMP, en pleine campagne, beaucoup sont choqués et regrettent une telle maladresse. C'est une erreur, c'est une faute. Une faute parce qu'on doit respecter les religions, toutes les religions.
on doit les respecter. On n'est pas ici au-dessus des religions pour leur dire ce qu'il faut qu'elles fassent. Il y a un sentiment de malaise chez les Français de confession juive et de confession musulmane. Ce n'est pas le sujet prioritaire de la campagne. Aujourd'hui, les préoccupations des Français, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est le logement, c'est l'insertion des jeunes. Lors de ce déplacement en région parisienne, François Hollande dénonce une surenchère de la majorité. Évitons ces faux débats, ces polémiques inutiles. J'appelle le président de la République, pour le temps où il est encore dans cette fonction-là, et le Premier ministre, à avoir de la retenue et de ne pas froisser un certain nombre de consciences. Objectif apaisement désormais, François Fillon recevra dès demain à Matignon les responsables des cultes juifs et musulmans. Christine Tassin, alors à la lumière de ce reportage, est-ce que vous pensez que c'est une thématique qu'il faut absolument mettre en avant au moment d'élections majeures en France pour peut-être insister ou essayer d'attirer un certain nombre d'électeurs? Tout à fait. Je crois que vous pensez qu'il faut le faire? Je crois qu'il faut le faire et je suis ravie qu'il y ait eu l'émission d'Envoyé spécial qui a permis effectivement de faire émerger dans les médias ce problème qui en est un et qui est vraiment caractéristique de ce qui se passe. Effectivement, on ne dit pas que l'immigration pose problème parce que tout simplement, non pas parce que les étrangers posent problème, au contraire, la France a une tradition d'ouverture, d'asile et on en est heureux, mais tout simplement parce qu'on a des millions de chômeurs, parce qu'on a un manque de logement. Mais c'est l'islam qui vous pose problème, c'est l'islamisation, pas l'immigration en tant que telle, non? Disons qu'on a une grande majorité d'immigration qui est d'origine islamique et c'est vrai que nous musulmanes, nous sommes très inquiets de l'islamisation de la France. Ça c'est une réalité. Moi, je suis très gênée de voir la multiplication des voiles dans la rue. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis très gênée quand j'entends que des jeunes filles n'ont plus le droit de porter des jupes dans les banlieues, dans leurs cités, quand qu'elles doivent rentrer. Dans la rhétorique pavlovienne. Nous mobilisons le halal et les mini-jupes. Ça n'est pas une rhétorique. C'est la même continuité rhétorique et sémantique. Ça c'est le côté intellectuel. Moi je suis pragmatique. La réalité. C'est au quotidien, c'est exactement ce que vivent les personnes. Justement, le réel. Et pourquoi les Français qui ne sont pas racistes, la preuve c'est qu'en 2002, il y a Jean-Marie Le Pen, 20%. Enfin, je veux dire, si les Français étaient racistes, on n'aurait pas eu ça. Il faut arrêter. Il n'y a pas de racisme structurel en France. Les Français sont en train tout simplement de réagir, de se hérisser contre des choses qui sont complètement contraires à notre tradition laïque, à notre tradition héritée des Lumières, notamment l'égalité homme-femme. Vous pensez sincèrement qu'au moment d'une élection présidentielle aussi importante que celle-là, soulever des problèmes qui en fait divisent les gens, vont faire monter les anxiétés, vont faire exploser des rixes intercommunautaires, c'est le bon moment? Mais pas du tout, au contraire, c'est exactement le contraire. Si depuis des années on avait mis les choses sur la table et qu'on ait dit l'islam, pourquoi pas, à partir du moment où on respecte la loi française, à partir du moment où on ne demande pas Vous posez là une question centrale. Oui. Qu'est-ce qui, dans la loi française, n'est pas respecté? L'égalité homme-femme, à partir du moment où vous avez partout où vous avez des mosquées qui se construisent, partout où vous avez des barbus entre guillemets qui arrivent, parce qu'on en est là les actuellement. Les mosquées sont peuplées uniquement de barbus. Vous avez, on avait des retours importants, des femmes qui n'étaient pas voilées, qui vivaient en France depuis 10 ans, 20 ans, qui n'étaient pas voilées, qui se mettent à porter le voile. Attendez, Nasser Haghani, s'il vous plaît. Mais en quoi elles ne respectent pas la loi de la République en se voilant? D'une part, et d'autre part, ça fait 4 générations maintenant de migrants qui viennent des anciennes colonies ou de pays musulmans et qui ont parfaitement réussi à vivre en France, et on leur cherche des noises depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Ce ne sont pas des raisons qui sont celles de la transformation de la société française qui ne parvient pas, en fait, il y a des grands segments de la société française qui ne parviennent pas à accepter le nouveau visage de la France et qui passent leur temps à imposer des conditions. Alors, vous comprenez, avant c'était les papiers, ensuite c'est les comportements démissionnaires des parents, ensuite c'est l'inégalité homme-femme, ensuite c'est le halal, ensuite c'est les mosquées qui se construisent avec de l'argent public. Parce que tout le monde doit parler quand même, s'il vous plaît. Yvan Rioufol, sur la loi, c'est un thème important. Est-ce qu'il faut changer un certain nombre de lois en France pour limiter cette influence
telle que vous l'avez décrite, notamment il faut déjà, en tout cas, une réglementation pour faire une traçabilité pour savoir ce que l'on mange. Donc maintenant, tout le monde est à peu près d'accord avec cela. Donc l'argument des autorités françaises de dire qu'il ne fallait pas stigmatiser une communauté par rapport à une autre était un faux argument. C'était une sorte de lâcheté. Donc on a bien compris cela. Et s'il y a eu cette résonance sur l'affaire du halal, c'est parce qu'effectivement, dans l'opinion française, on a bien compris qu'à travers le halal se posaient des phénomènes de repliement communautaire. Je ne dis pas qu'il y a un lien entre le halal et le repliement communautaire, mais enfin, vous avez quand même Gilles Kepel qui a décrit ceci dans son livre 93 en disant que la culture halal était quand même une culture de repliement, voire de refus de coexister aujourd'hui avec la République laïque. Donc ça pose un problème. Il est inutile de rejeter ça comme vous le faites trop rapidement en disant que ce ne sont pas des problèmes abordables. Ce sont des problèmes qui doivent être... Quelle est l'ampleur, selon vous, Yvan Rioufol, de cette question? C'est justement le problème. Ce sont des problèmes qui sont inabordables. Donc pour l'instant, nous ne pouvons pas les mesurer. Ce que je vois, moi j'écoute des témoins, j'écoute Gilles Kepel qui nous a dit, qui a écrit que dans le 93, cette islamisation du 93 était un phénomène cultuel qui commençait à être préoccupant. On peut en analyser les conséquences. Et on peut contester son analyse. Absolument. Et vous pouvez contester son analyse, bien entendu. Non, bien entendu, mais je ne dis pas ça. Vous avez par exemple Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil, qui vit au quotidien, qui dit-il, est aux avant-postes de ce qui va se passer en France, et qui nous dit que le problème du repliement n'est pas simplement un problème social, mais un problème culturel, puisque cela touche également... Alors, juste pour la définition du repliement, ce sont des personnes qui ne veulent pas vivre avec leurs concitoyens, qui ne travaillent pas, qui ne participent pas à la recréer une sorte de contre-société, et qu'une contre-société qui nous dit, cette fois-ci, un autre témoin, André Gerin, qui est un député communiste de Vénissieux, nous dit que dans certains points du territoire, c'est la loi de la charia qui s'y applique. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous êtes obligé de le croire sur parole. Mais non, mais il est dans l'excès. Mais d'accord. Comment cette loi peut-elle s'appliquer? Il y a 30 ans, j'étais à Vénissieux en train de faire une enquête de terrain dans la ville de Gérin. Gérin n'avait aucune conscience de ce qui se passait. Il a conduit à la destruction d'une partie des quartiers qu'il gérait. Il était incapable d'assumer les réalités qui, à l'époque, se déployaient à Vénissieux. J'étais simple sociologue inconnu à l'époque. Nous avons fait des rapports pour mettre en évidence ces aspects-là. Il n'a rien fait pendant 30 ans. Gérin dit n'importe quoi, Lemoine dit n'importe quoi, Kepel dit n'importe quoi. Il n'y a que vous qui dites des choses intéressantes. Excusez-moi, mais c'est trop facile. Il y a un discours dominant sur ce point-là. Il y a un discours hégémonique. Non, il n'y a pas de... Je voudrais terminer. Au contraire, je voudrais terminer. Qui consiste à toujours stigmatiser les mêmes. C'est fatigant de parler avec vous. De la même manière que Xavier Lemoine, lorsqu'il était secrétaire général de la mairie de Montfermeil, je suis allée à un entretien avec lui à l'époque, j'enquêtais sur les bosquets à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, comme toujours le font les chercheurs en toute discrétion et en toute humilité, ce qui n'est pas le cas de tous ces gens qui prennent la parole haut et fort et qui passent leur temps à parler à la place de tout le monde. Ah bon? C'est votre portrait que vous faites ou quoi? Non, pas du tout. Je ne suis pas toujours Attendez, monsieur Rioufol. Lemoine, à l'époque, disait très clairement, effectivement, qu'il y avait un problème de désertion de l'État, qu'il y avait une incapacité de l'État à prendre la mesure des problèmes. C'est exactement le même constat. Alors, Nassira Ghanib, s'il vous plaît, une question pour clarifier. Désertion de l'État n'est pas forcément en contradiction avec le fait justement qu'il y ait un certain nombre de composantes qui s'isolent. Comment se fait-il qu'on puisse passer d'un constat qui est celui de la désertion de l'État, qui a conduit à la politique de la ville avec effectivement les fossoyeurs qui ont été les siens. Comment peut-on passer de cela à un discours où on décide que le seul problème aujourd'hui c'est l'islam? Il y a comme un problème du point de vue de l'analyse. Vous n'avez pas entendu mon discours. Il y a un problème. Vous n'avez pas entendu mon discours préalable. J'ai dit que le problème. Vous avez déjà entendu Attendez. Alors ne m'écoutez pas non plus, comme ça sera plus simple, mais en tout cas, moi je m'adresse aux téléspectateurs. Alors, Yvan Rioufol. Et je dis et je répète pour la énième fois, même si vous ne voulez pas l'entendre, que pour moi le problème n'est pas l'islam, mais le problème est la République, et précisément cette démission de la République en tous ses points, et notamment dans le fait qu'elle n'a pas su faire respecter les règles élémentaires qui étaient celles d'une politique assimilationniste, intégrationniste, si je puis dire, les mots ne sont pas très beaux, et qui consistait en fait à faire imposer ses propres valeurs